Salut à tous, salut Théo. Salut Baptiste. Alors aujourd'hui on va parler de Grand Tour, film de Miguel Gomes, apparemment ça se dit comme ça, qui est donc un cinéaste portugais qui avait fait des vagues, notamment son film Tabou en 2012, que j'avais beaucoup aimé. Depuis j'avais un petit peu moins aimé ses autres films, il m'avait un peu plus perdu, je les avais trouvés beaucoup plus déstructurés. J'ai l'impression que c'est quand même un thème chez lui, on va en reparler. Donc Grand Tour, c'est l'histoire d'Edward qui en 1918 est un petit fonctionnaire qui travaille en Malaisie et il apprend que sa fiancée Molly va le rejoindre depuis Londres. Et en fait, il prend peur. On ne sait pas exactement pourquoi, si c'est la peur de l'engagement, mais en tout cas, il veut lui échapper et donc il fuit à travers l'Asie, pays par pays. Et elle le poursuit, en fait, elle ne se laisse pas démonter. Et elle remonte, elle arrive à chaque fois à retrouver sa trace et à le suivre de pays en pays. Et donc le film, en fait, se présente dans un côté un peu hybride entre un côté studio qui narre, où il y a les deux personnages qui sont chacun à l'écran. Le film est scindé en deux parties, avec une partie dédiée à Edward et une partie dédiée à Molly. Et chacune de ces parties a été tournée en studio. Et ces parties-là sont entremêlées d'images tournées de nos jours par Miguel Gomes dans les différents pays d'Asie en question, ce qui produit un effet entre le côté fiction du passé et le côté documentaire du présent. Est-ce que toi, Théo, ça t'a paru fécond ? Alors, avant de répondre à ta question, petite précision par déontologie journalistique, je travaille sur le film. Voilà. Cette précision étant faite, alors oui, je trouve ça fécond, mais en premier lieu, moi, je voudrais juste te dire que je trouve que c'est pas évident de parler de ce film. Je trouve que c'est un tel foisonnement que c'est parfois compliqué de mettre du sens dedans, quoi. C'est un peu une mise en échec critique de la critique, quoi, je trouve. Je trouve ça vraiment pas facile. Et t'as commencé à aborder la question formelle avec le passé qui est filmé vraiment en studio et de manière explicitement fictionnelle par rapport au contemporain filmé de manière beaucoup plus documentaire. Mais formellement, le film, faut vraiment s'arrêter là-dessus. A tellement d'aspects hors du commun, on va dire. Donc il y a une alternance documentaire-fiction, oui. Il y a aussi une alternance entre époques, du coup. Mais il y a aussi des alternances sans sens précis entre noir et blanc et couleur. Il y a des alternances entre... il y a énormément de moments de voix off qui sont alternés avec beaucoup de moments de prise de son direct. En fait, c'est vraiment formellement un film qui ressemble à peu près aucun autre, parce que beaucoup de films peuvent avoir des aspects formels, des singularités formelles comme ça, mais lui, il les accumule un peu toutes, quoi. Et du coup, c'est un film dans lequel il se passe énormément de choses, beaucoup plus que dans la plupart des films. Simplement, c'est beaucoup de micro-événements qui n'ont pas forcément de rapport avec la narration plus globale, qui, elle, pour le coup, surtout dans la première partie, oui, parce que j'ai oublié de dire ça, le film est aussi scindé en deux parties, c'est-à-dire que toi, t'en as fait un résumé assez linéaire, Edward s'enfuit, Molly le suit. Mais en fait, le film est vraiment divisé en deux parties. Pendant 1 heure, on est avec Edward, et ensuite, pendant 1 heure, on est avec Molly. Les deux parties sont égales en termes de temps, tu dirais ? Parce que la première m'a paru beaucoup plus longue, pour le coup, mais c'est peut-être une impression. C'est possible, mais même ces deux parties, formellement, sont elles aussi différentes, c'est-à-dire que dans la partie d'Edward, il y a beaucoup plus de voix off, et beaucoup moins de scènes avec Edward, que dans la partie de Molly, dans laquelle, pour le coup, il y a presque que des scènes avec elle qui sont dialoguées. Elle prend en main beaucoup plus l'action. Voilà, c'est ça. Alors que dans la première partie, à un moment, vraiment, je me suis dit, je crois que ça fait 10 minutes qu'on n'a pas vu Edward, quoi. C'est-à-dire, son histoire nous est racontée par voix off, mais sur des images, sur des images complètement autres. Ou alors qui, parfois, ont des liens un peu thématique, c'est-à-dire il dit Edward rentra dans un restaurant et puis là l'image du contemporain qu'on a, c'est quelqu'un qui est en train de manger des nouilles dans un genre de bar. Mais c'est pas des images de Edward, quoi. Mais du coup, justement, comme il raconte beaucoup par la voix off et s'autorise à mettre sur cette voix off des images qui n'ont rien à voir avec l'histoire, visuellement il se passe un nombre de choses incroyables dans ce film, démesurées en tout cas.
Mais comme c'est des choses qui n'ont pas forcément à voir avec la narration, moi je trouve que c'est un film duquel on ressort plus avec un sentiment qu'avec un souvenir hyper clair et précis. Et aussi, je trouve que c'est un film dans lequel on met peut-être beaucoup de temps à rentrer. C'est-à-dire, moi, je l'ai vu 2 fois, et les 2 fois, j'ai eu cette impression de, pendant un certain temps, au moins pendant toute la partie de Edward, donc très longtemps, je me demande qu'est-ce que je suis en train de voir, quoi. Et pourtant, à la fin, moi, je sors du film avec un sentiment assez particulier. En l'occurrence, pour moi, ça a été plutôt de la tendresse, une forme de mélancolie, c'est un peu ça que suscite le film chez moi. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez personnel qui sera partagé par d'autres gens, je pense, mais qui sera très certainement pas partagé par tout le monde. Parce que, pour moi, cette difficulté à parler du film, ou en tout cas à mettre en idée claire un propos sur le film, vient de quelque chose que j'aime plutôt bien, c'est qu'il laisse vraiment le champ libre au spectateur, quoi, y compris dans son appréciation de l'histoire fictionnelle, du rapport entre fiction réelle, tout ça. Et finalement, Gomsch, il guide très peu les choses, je trouve. Il n'est pas du tout dans la production d'un discours, il est vraiment dans la création d'un espace artistique dans lequel nous, on évolue et on ressortira chacun avec des sentiments très très différents. Et rien que pour ça, moi déjà, c'est un film que j'apprécie beaucoup plus que la plupart des films qui ont un plan d'attaque très précis, très bien découpé, une architecture parfaitement pensée dès le stade du scénario. Le film final est une pure expression du scénario de base, et où en fait, nous, on nous a raconté une histoire et on nous laisse pas trop le choix de penser ce qu'on a envie d'en penser, quoi. Donc rien que pour ça, moi, effectivement, je trouve que c'est un film assez fécond. Ouais, pour moi, en fait, je résumerais ça par un mot, c'est l'errance. Pour moi, c'est un cinéma de l'errance, et ce film-là, c'est vraiment une errance à travers l'Asie, donc avec les personnages, mais aussi formellement. Je pense qu'il cherche à passer d'un régime de l'image à un autre pour que le spectateur, en fait, soit régulièrement... challenger est un mot dégoûtant, hein, mais c'est ça que je veux traduire, en fait, c'est que, en gros, que le spectateur remette en cause un petit peu ce qu'il pense sur le film régulièrement, et qu'il change de regard, qu'il essaie d'adapter son regard à mesure que le film se développe. L'errance, en fait, il pourrait en plus se contenter de un de ses points forts, je trouve, depuis Tabou, c'est vraiment que c'est un cinéaste qui est tout simplement extrêmement doué dans tout ce qui est poétique de l'image. Enfin, c'est des images qui ont une puissance d'évocation assez forte, où en fait il y a même parfois des liserés argentés sur tel paysage, sur les cheveux d'un personnage. Il maîtrise très très bien le noir et blanc notamment. Mais il ne se repose pas sur ses lauriers, et voilà, en fait, il utilise la couleur aussi, il change de régime d'image, etc. pour régulièrement qu'en fait, je pense qu'à la fois, il veut avoir une errance qui peut nous faire nous évader, on va dire, que l'esprit soit ailleurs, et en même temps, il ne veut pas une forme d'engourdissement qu'il peut avoir dans des films qui ont toujours le même rythme, et il veut faire des ruptures régulièrement pour qu'on sursaute presque à chaque fois et qu'on soit jamais confortablement assis dans notre siège, quoi. Donc ça, je trouve ça hyper fécond. Voilà, moi, j'avais quand même préféré Tabou parce que je le trouvais peut-être plus abouti et peut-être plus original encore. Mais c'est vrai que ce film-là me paraît aussi assez réussi, ouais. Tu parlais de se reposer sur ses lauriers. Littéralement, je sais plus si tu en as parlé en introduction, le film a eu le prix de la mise en scène. Ah non, j'ai pas dit, ouais. Le film a quand même eu le prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes. Et en l'occurrence, au-delà de l'appréciation que j'ai du film, je trouve que c'est un prix qui est très mérité parce que ce film, comme les Tabous que j'ai eu la chance de voir, parce qu'il y a une rétrospective en ce moment de ses anciens films, il y a un côté un peu quintessence de la mise en scène, quoi, je trouve, dans son cinéma. Ça veut pas dire que tous les bons metteurs en scène doivent faire du cinéma comme lui, mais simplement, ces films, en tout cas les 2 que j'ai pu voir de lui, sont vraiment une expression hyper personnelle du cinéma, quoi. Oui, il consacre la mise en scène comme le principe clé du film, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et de ce point de vue-là, moi, il y a
un des aspects du film que je trouve quand même passionnant, c'est justement cette opposition entre réel et fiction. D'abord parce qu'il n'essaye pas de faire semblant que la fiction serait du réel. C'est-à-dire qu'il est vraiment, vraiment signifié que l'histoire entre Molly et Edward est une fiction. Ou alors, quand bien même elle serait inspirée de personnages qui ont réellement existé. Mais ce que je veux dire, c'est que, déjà, il y a le côté tournage en studio. La qualité des images est très différente des images du contemporain. Mais sur les séquences avec Molly ou Edward, il y a aussi tout un tas d'effets sonores, visuels. Il y a des moments, je sais plus, Edward tient quelque chose en main, il y a une fermeture de l'iris pour ne laisser visible que cette partie-là de l'écran. Il y a des effets sonores, des moments où le son disparaît. Il y a un moment même où, quand cette femme qui dit, je crois, elle se fait appeler la femme dragon parce qu'elle fume beaucoup, elle est à côté d'un train qui a déraillé. Et elle parle, visiblement, elle insulte des gens, parce qu'en fait, là, il y a des bips de censure. Et alors, pour le coup, c'est un moment assez drôle, ouais, mais qui détonne complètement par rapport au reste du film. Moi, je me serais jamais attendu à voir ça dans ce film-là. Puis, par ailleurs, il y a aussi la langue. C'est-à-dire que ça parle quand même beaucoup portugais pour un film qui se passe dans de multiples pays d'Asie, quoi. Oui, mais les voix off, par contre, sont déclinées dans différentes langues locales. Mais il y a vraiment, dans la séquence avec Edward, le moment, moi, c'est quand il est au Japon. Et qu'il y a quelqu'un qui lui dit abandonnez-vous au monde, et puis qu'après il se fait retrouver, il essaie de se cacher en mettant un panier sur sa tête. Là c'est une séquence où on est au Japon mais tout le monde parle portugais. Oui. Mais ça c'est parce qu'on est dans la partie studio, c'est ça qui est... Voilà, mais justement c'est vraiment, il essaye pas de nous faire croire que c'est réel, quoi. C'est ça, il sursignifie. C'est une réflexion sur les types de cinéma, ce film aussi. Complètement. Et justement du coup ça crée vraiment une confrontation entre les images documentaires et les images fictionnelles, alors que s'il avait filmé son histoire de fiction sur un mode plus documentaire, il y aurait plus eu de lien entre les deux et moins une opposition frontale. Et une fois qu'on a dit ça, ça n'est pas gage de qualité pour le film, c'est-à-dire on pourrait remarquer cet effet stylistique de mise en scène, et en fait que ça ne produirait rien et qu'en fait le film n'en serait pas vraiment mieux, quoi. En l'occurrence, moi je trouve que ça crée des choses. Et ça vaut pour cette opposition comme pour toutes les oppositions formelles qu'on a détaillées par ailleurs. Moi, je trouve que cette opposition entre la fiction et le documentaire, ça, pour reprendre un mot que lui-même utilise, ça crée un espace de dialectique, en fait. C'est-à-dire que là, on a des choses très différentes qui, du coup, communiquent entre elles, mais pas de façon évidente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un lien de causalité strict entre l'un et l'autre, où il n'y a pas un rapport de proximité ou justement d'opposition hyper claire entre les deux. Et du coup, dans cet espace, encore une fois, le spectateur est un peu libre de se raconter ce qu'il a envie de se raconter, quoi. C'est vraiment un cinéaste qui laisse une place très grande au spectateur, je trouve. Et en l'occurrence, moi, un des trucs qui m'a le plus marqué dans ce film, c'est le pan colonial, on va dire, de cette histoire. C'est-à-dire que Edward est un administrateur colonial, ça se passe à une époque où du coup il y a encore... l'Empire est encore là. L'Empire britannique est encore là, puisque nos deux personnages sont britanniques. Et dans les images du contemporain, on voit beaucoup d'éléments, notamment de marques, comme Nike ou d'autres, ou de groupes de musique, qui clairement convoquent l'Occident. Et moi, là-dedans, ce que je me suis raconté, c'était que derrière cette histoire un peu inconséquente entre Molly et Edward, en fait, derrière, il y avait du réel très très concret de la colonisation qui a des impacts jusqu'à 100 ans après le moment où se déroule cette histoire. Et qui, par ailleurs, culmine dans des moments, du coup, qui peuvent aussi être assez drôles, je trouve. Moi, il y a un des moments que je trouve les plus marquants du film, c'est ce moment de karaoké, où il y a un gars qui est tout seul, qui chante My Way, donc de Sinatra, qui est un chanteur américain, avec une intensité émotionnelle absolument dingue, et puis il a sa casquette Nike, et puis il s'effondre en pleurs, et il est tout seul, quoi. Et ça, t'as trouvé drôle ce moment? Moi, j'ai tout simplement été touché, en fait, j'ai trouvé que c'était un beau moment, mais il y a les deux. Un peu ému, quoi. En fait, c'est émouvant, mais c'est aussi un peu pathétique, et du coup, le pathétique est un peu drôle. Et et moi du coup c'est mais pour moi ça veut dire que justement cet homme-là a réinvesti la culture occidentale à sa sauce à lui
Et il est profondément ému parce que visiblement, il y voit quand même un outil pour raconter sa propre vie à lui très particulière. Et donc c'est un beau moment parce que c'est surtout lui qu'on voit dans ce moment et c'est pas la culture occidentale. Mais je pense que c'est ce que tu dis, quoi. Oui. Mais en fait, justement, du coup, ça m'a ému plus que ça m'a amusé, quoi. Tu vois, c'est exactement ce que je voulais dire en fait. C'est que là, on parle d'une même chose, c'est-à-dire dans un film qui fourmille de plein d'aspects. Là, on parle de la même chose. Le rapport à la colonisation, ou en tout cas de l'Asie avec les anciennes colonies. Et rien que sur ce point-là, on a eu une première appréciation tous les deux qui est différente. C'est-à-dire que moi, c'était plus des impacts qui se font ressentir encore plusieurs décennies après, ou en tout cas des marques de l'Occident qui sont toujours là-bas. Et toi, ta première pensée a été plutôt un réinvestissement de la culture occidentale par les peuples qui ont depuis retrouvé leur souveraineté. Pour moi, en fait, ça, c'est tout le film. Et en fait, après, on peut en avoir une appréciation plus ou moins bonne, avoir passé plus ou moins un bon moment. Mais il faut quand même déjà reconnaître que c'est un film qui crée des espaces de dialectique et de pensée qui ne s'imposent pas du tout à nous, qui ne nous guident pas du tout la pensée, et qui fait que du coup, je pense que tout le monde ressort de ce film avec un enseignement ou des souvenirs différents, quoi. Ouais. En fait, moi, qui s'impose pas, sauf peut-être sur un petit aspect, enfin, qui est pas petit, parce que finalement, dans le film, ça prend une certaine place, c'est sur les facéties, en fait, qui correspondent à la personnalité du réalisateur. Enfin, moi, j'ai vu une avant-première où le réalisateur était présent, et on voit que c'est un personnage qui est facétieux, qui aime bien être en décalage, et puis surprendre, etc. Et ça peut être bien. Mais dans le film, il y a quand même un humour ou une fantaisie qui, moi, m'a pas toujours trouvé, que j'ai pas toujours trouvé hyper pertinente, tout simplement amusante. Enfin, il y a des passages qui sont marrants, hein. Le passage avec le bip dont tu parlais, c'est marrant, mais dans le film, je trouve que ça prend un petit côté systématique. Et par exemple, moi, il y a vraiment le truc qui m'a un peu sorti du film et de l'envoûtement et de la dialectique dont tu parlais qu'il provoquait, c'est ce rire forcé de Molly. En fait, elle fait une sorte de rire qui est comme ça, genre comme ça, et bon. La deuxième fois, on rigole un peu. La troisième, quatrième, cinquième, ça devient un peu lourdingue. Après, on va me dire ça, c'est qu'un aspect, mais en fait, il y a d'autres moments où en fait, on sent qu'ils recherchent le décalage systématiquement. Et il y a eu des fois. Tu disais oui, je m'attendais pas à voir ça dans ce film. Il y a eu des fois où je me disais tiens, j'ai vu venir tel ou tel truc. Par exemple, à un moment donné, il y a une présentation qui est faite des personnages autour d'une table et il y a un chanteur d'opéra. Dès qu'on entend qu'il y a un chanteur d'opéra, on se dit à la fin le mec va forcément chanter. Et effectivement, il y a une tempête et puis le chanteur chante, voilà. Et bon, ce moment est attendu et donc du coup, moi, j'avoue que ça a un petit peu désamorcé la poétique du film. Et puis, alors ça, à la limite, je voulais entrer par ce petit bout-là parce que ça peut paraître anecdotique. J'ai pas accroché à l'humour, ça peut arriver. Il y a d'autres qui vont se marrer. Mais il y a un truc qui est un peu plus gênant, je trouve. C'est que, ok, il veut surfictionnaliser, faire une fiction. Et puis de l'autre côté, le documentaire. Mais le truc, c'est que cette fiction-là, ces personnages me semblent pas bien réussi, quoi. C'est des personnages qui sont objectivement assez détestables, en fait, mais on a l'impression que comme il utilise un peu le genre du conte, il veut créer quand même un attachement un peu féerique à ces personnages. Et moi, alors, Edward, c'est vraiment un personnage non seulement falot, mais effectivement extrêmement lâche, et c'est bien sûr ce qu'il veut un peu signifier, bien sûr, hein, mais je trouve ça un peu facile, c'est un peu monotone dans cette caractérisation de personnage. Et puis, Molly, elle, c'est un personnage entêté, mais jusqu'au crime, en fait. Au crime. C'est-à-dire que le basculement dans le crime, dans le film, il me paraît un peu léger. On apprend en voix off qu'en fait, son entêtement à poursuivre son fiancé va jusqu'à, en fait, sacrifier des autochtones, mais aussi un curé qui passait par là, par dizaines, quoi. Et même son amie vietnamienne. Et alors, bien sûr, j'ai conscience que c'est tout à fait, ça peut être pris comme le propos du film, qui est qu'en fait, le colonialisme a pu avoir ça, et on a beau avoir romantisé certains ont été tentés de romantiser le colonialisme avec l'exotisme que ça suppose, etc., et que ça produit des dégâts. Mais
je trouve le procédé un petit peu... Ça fait un peu procédé de petit malin auprès du spectateur, genre attachez-vous à lui, puis en fait non, c'est une grosse connasse quoi. Surtout qu'en plus le film finit sur la caméra de cinéma qui ressuscite Molly, qui apparaît comme du coup une victime, héroïne, voilà. Donc je crois que c'est un peu ambigu ça, et Alors ça, tu vois, pareil, je trouve cette fin, elle est un peu polysémique, c'est-à-dire, moi au contraire, je me suis plutôt dit, mais peut-être que j'ai mal compris, hein, mais que justement, il y avait la caméra, donc on voit le dispositif de cinéma en gros, mais que justement, c'est fin de tournage. Et du coup, c'est pas qu'elle ressuscite, c'est l'actrice se relève, elle a fini de jouer son rôle dans lequel elle est censée avoir la fin qu'on connaît, quoi. Oui, moi je trouve quand même que ce moment-là, il se veut à nouveau féerique. Il y a quand même une féerie qui est enclenchée. Et d'ailleurs, il y avait une spectatrice après la séance, en attendant l'intervention du cinéaste, qui a trouvé que voilà, ce moment était magique. Et ouais, moi j'ai pas partagé le côté magique, j'étais un peu en décalage. Bon, après moi c'est quand même un film que je trouve vraiment intéressant, et j'ai quand même préféré Tabou, mais je trouve que c'est vraiment un retour en forme de Miguel Gomsch. Donc voilà, allez le voir. Allez le voir. À une prochaine. Salut.